Nous sommes dans une classe de deuxième année et l'enseignante vient de dire à Thomas qu'il doit ranger son dessin et ses marqueurs tout de suite car c'est maintenant l'heure du dîner. Thomas refuse, l'enseignante insiste et il argumente et puis la crise éclate. Aujourd'hui, nous allons découvrir le trouble de l'opposition avec provocation, TOP. Le trouble de l'opposition avec provocation est un ensemble de comportements chez l'enfant centrés sur la désobéissance et l'hostilité envers les personnes perçues comme autoritaires. L'enfant est souvent en situation de lutte de pouvoir car il souhaite pouvoir être celui qui contrôle et décide. Cette opposition se manifeste principalement de trois manières: de façon passive, par exemple il ou elle ne répond pas ou ignore les consignes; de façon agressive, par exemple il y a une crise, il frappe; et par la provocation, c'est-à-dire qu'il crée délibérément des conflits. De plus, dans plusieurs cas, ce trouble est caractérisé par une attitude rancunière où l'enfant cherche à se venger et démontre un faible sens de l'empathie envers les conséquences de son choix. Il s'irrite facilement et cherche à provoquer des bagarres. Selon le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, pour qu'un enfant soit diagnostiqué avec le trouble de l'opposition avec provocation, les comportements perturbateurs doivent être d'une durée hors du commun, présents pendant plus de 6 mois et au-dessus de l'âge de 5 ans. La dimension du développement principalement concernée est le cognitif. Plus spécifiquement, le lobe préfrontal du cerveau où se trouvent les fonctions exécutives telles que la planification, la mémoire de travail, la capacité d'inhibition, la flexibilité mentale et la pensée. Comme nous l'explique Masson, le rôle principal de l'enseignant est d'agir en tant qu'orchestrateur de la neuroplasticité. L'enseignant met en pratique les stratégies pédagogiques qui soutiennent le développement du cerveau et privilègent la rétention de l'information. Dans le cas du TOP, l'enseignant doit être informé du fonctionnement unique du cerveau de l'enfant et le guider de manière à éviter les crises et activer l'engagement. D'après la théorie de la scientifique Moffitt, l'élément clé de cette théorie est que les difficultés comportementales qui se développent dès l'enfance tirent leur origine de déficits neuropsychologiques ou cognitifs légers, hérités ou acquis en période de péri ou postnatale. Ces déficits affectent le développement de l'enfant et sa compréhension et font que les enfants sont plus susceptibles d'être impulsifs ou d'avoir un tempérament difficile. Les crises et la désobéissance envers l'enseignant freinent l'apprentissage de l'élève et ont un impact direct sur sa réussite scolaire. Le TOP est très souvent accompagné d'une difficulté avec la communication verbale et partage plusieurs symptômes avec le TDAH et le trouble de l'anxiété. Cela veut dire qu'un élève atteint du TOP a de grandes difficultés à s'exprimer, à communiquer avec ses pairs et son enseignant, organiser ses travaux et gérer ses émotions. Son tempérament peut aussi l'isoler de ses camarades de classe, ce qui peut aggraver le trouble dû au manque de bonnes relations. Plusieurs mythes existent au sujet du trouble de l'opposition avec provocation. Par exemple, souvent les gens croient que les élèves sont simplement méchants, qu'il s'agit simplement de mauvaises manières et d'un manque de politesse. Les parents ne font pas d'efforts et n'ont aucune discipline à la maison. L'enfant se comporte de cette manière uniquement pour attirer l'attention. Ce comportement se trouve principalement chez les adolescents. Cela est faux. En général, le public ne reconnaît pas qu'il s'agit d'un trouble développemental lié au cerveau, avec une possible composante parfois génétique et sociale. Puisque l'argumentation et la désobéissance sont au cœur du trouble de l'opposition avec provocation, les meilleures pratiques à suivre en milieu scolaire sont celles qui évitent l'argumentation. Le neuropsychologue américain Russell Barkley a établi un modèle qui détaille remarquablement bien le cycle de l'opposition chez l'enfant. Il souligne que l'argumentation est la principale cause des crises. À cette fin, l'enseignant peut éviter d'argumenter ou négocier, reconnaître les comportements adéquats, offrir des choix plutôt que donner des consignes, parler à voix basse, bâtir un lien affectif solide avec l'enfant pendant des moments calmes, enseigner explicitement les bons comportements attendus. L'enseignant peut s'assurer de créer un climat d'appui inclusif en classe par l'entremise de la CUA, la conception universelle de l'apprentissage. L'emphase peut être mise sur la récompense des bons comportements
et la reconnaissance des efforts de l'élève, ce qui attise son engagement en classe. L'expression et la communication sont soutenues lorsque plusieurs moyens de compléter une tâche sont offerts. Ceci évite les conflits qu'apporterait une consigne rigoureuse. La flexibilité est la clé ici. Retournons dans deuxième année dans la classe de Thomas, mais cette fois-ci prenons conscience des défis du trouble de l'opposition avec provocation. L'enseignante sait que Thomas a le TOP, donc elle lui offre un choix, ranger ses crayons avant de se laver les mains ou après. Thomas fait un choix, poursuit sa journée sans crise. L'idée clé à retenir est qu'il est possible d'intervenir de manière positive chez les enfants atteints du trouble de l'opposition avec provocation, en instaurant un climat de bienveillance où l'élève sait qu'il est apprécié. Les stratégies qui évitent l'argumentation ont plus de succès. Ça n'est pas par la confrontation que le comportement change, mais par l'établissement de liens sécurisants avec les adultes de confiance.